Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir cette semaine une patronne, Pauline Léniaud. Bonjour. Bonjour Charlie. Tu es cofondatrice de Gemio, donc joaillerie, mais aussi, on en parlera un peu plus tard, de Demian Éducation, plutôt dans la formation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va commencer par la séquence David rencontre Goliath. Tu vas rencontrer une jeune start-up et puis vous allez voir, vous avez plein de sujets en commun. On fera ensuite l'interview en coulisses. On va revenir sur toute ta carrière de dirigeante et donc tes multicasquettes. Et on terminera avec l'interview chrono et là, une série de questions-réponses très rapides. Avec plaisir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Smart Boss. Et on va pouvoir commencer avec la séquence David rencontre Goliath. La start-up qui te fait face, c'est Domey. Et donc, je suis ravie d'accueillir son cofondateur, donc Cyril Deranleau. Bonjour. Bonjour Charlie, bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, si je caricature, en gros, Domey, c'est de l'or éco-responsable. Mais bon, tu vas peut-être me le dire bien mieux. Bien mieux. Oui, c'est un bon résumé. Pour autant, Domey, c'est une entreprise qui développe effectivement des matériaux qui permettent d'économiser les métaux précieux au sens large, et notamment l'or. Donc, sur cette problématique-là, en fait, plus on est nombreux sur Terre et plus on consomme d'or au travers de la bijouterie. Et pour autant, la ressource diminue parce qu'on trouve de moins en moins de gisements et les gisements qu'on trouve sont très peu productifs. Donc, il y a un problème entre cette demande qui augmente et la ressource qui diminue, avec toutes les problématiques liées environnementaux et sociaux qui sont liées à l'extraction minière de ces métaux qui sont certes précieux mais très rares. Donc, chez Domey, on développe des matériaux qui permettent d'aller économiser de l'or, du palladium, du rhodium, qui sont utilisés notamment en joaillerie. Et donc, c'est effectivement des solutions éco-responsables qui sont aujourd'hui développées notamment pour le monde de la bijouterie joaillerie, puisqu'on a développé l'or 18 carats le plus blanc, qui permet de substituer du palladium et du rhodium par un métal qui est beaucoup plus abondant dans la Terre et qui est beaucoup moins cher, en l'occurrence du tungstène. Et puis, on travaille aussi sur des problématiques liées au monde du luxe, qui sont là plutôt liées à l'or pur, où on vient faire du beau, du précieux, mais avec très peu d'or. Donc avec sobriété, d'où la notion d'éco-responsabilité. Et puis à plus long terme, cette technologie permettra, ces matériaux permettront d'aller adresser d'autres verticales industrielles dans lesquelles l'or est utilisé aujourd'hui, notamment le médical, le spatial, la rénovation énergétique des bâtiments, pour aller au final, d'ici 2030, chez Domey, on espère pouvoir économiser environ 100 tonnes d'or par an, 10 tonnes de palladium et de rhodium, ce qui représente à peu près l'empreinte carbone annuelle de la ville de Paris. Alors, voilà dans les grandes lignes. Tu connaissais Domey ou pas ? Oui, je ne connaissais pas. Et pour tout vous dire, au public aussi qui nous écoute, nous étions déjà quasiment en train de faire affaire avant de commencer cette interview, parce que j'étais très intéressée. Nous, on utilise de l'or recyclé depuis maintenant 5 ou 6 ans. Donc cette problématique sur l'or, c'est un sujet qui nous a tenu à cœur. Gemio se positionne depuis le début comme une marque innovante, on va dire précurseur dans le monde de la joaillerie, qui est un monde quand même plutôt, on va dire, souvent tourné vers le passé quand même. Et donc on a essayé d'inventer, on va dire, la joaillerie de demain. Donc naturellement, l'éco-responsabilité, ça a toujours été important. Notre modèle de fabrication sur mesure aussi va évidemment dans ce sens. Mais là, c'est vrai que ce qui est très intéressant avec Domey, et je trouvais que c'était passionnant quand Cyril m'en parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'on n'est pas uniquement, on va dire, sur l'éco-responsabilité, on est aussi sur la durabilité des matériaux précieux, parce que dans la problématique très spécifique de l'or blanc, il y a d'autres métaux que l'or, en fait, qui sont utilisés, donc notamment actuellement le palladium et le rhodium, et ces matériaux-là donc sont plus rares, plus difficiles à trouver, et donc il y a des problématiques d'éco-responsabilité, et d'autre part coûteux et ne tiennent pas très bien dans le temps. Et donc sur ce segment spécifique, alors là c'est la joaillière qui parle, donc c'est vraiment technique, je suis navrée messieurs dames, mais c'est très intéressant parce que je trouve que la technologie et l'innovation va peut-être pouvoir nous aider à aller encore plus loin que ce qu'on fait déjà. Est-ce que c'est facile là, quand on va voir des maisons de luxe, ils ont compris l'enjeu ou alors ils font, c'est un peu du greenwashing, tout ça, parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui maintenant de maisons, de jeunes startups aussi qui se positionnent en disant on fait de la joaillerie éco-responsable. Est-ce que c'est compris ? Alors,
Pour être franc, quand j'ai lancé Domé en 2016, la problématique du développement durable et de la sustainability n'était pas encore un enjeu majeur. Le point important qui était dans l'offre que Domé avait, c'était le fait qu'on vienne proposer d'utiliser un matériau qui est beaucoup plus abondant, donc qui est surtout beaucoup moins cher. Donc il y avait un gain économique important pour ce monde-là. Et puis au final, cette tendance effectivement de développement durable est devenue un enjeu majeur pour les maisons. Et au-delà de la problématique des ors blancs qu'on a pu développer, on est allé développer grâce à elles, donc elles étaient bien évidemment intéressées, on est allé développer des procédés, pas du tout qu'avec l'or blanc, mais avec aussi de l'or pur et tout un tas de couleurs d'or qu'on est capable de développer pour être capable d'aller ennoblir avec très très peu de ressources et donc d'essayer d'avoir effectivement une touche plutôt sobre. Ça, c'est ce que tu disais, vous avez commencé à vous poser toutes ces questions sur durabilité ou voilà. Écoute, nous, pour être honnête, déjà intrinsèquement, le business model de Gemio, c'est une fabrication sur mesure. Donc il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de stockage, contrairement à la mode au prêt-à-porter, il n'y a pas de déperdition en fait. En plus, la joaillerie, c'est particulier, c'est un métier où tout coûte tellement cher qu'on fait quand même sacrément attention aux matériaux précieux. Donc je ne vais pas dire que la joaillerie est irréprochable, mais on a quand même eu les problématiques d'éco-responsabilité, notamment pour des raisons de prix, très longtemps, assez en amont quand même sur la joaillerie. Après, il se trouve que nous, chez Gemio, comme je le disais, on a plutôt envie de se positionner depuis le début comme une marque assez avant-garde dans l'innovation. On a eu pendant très longtemps uniquement un site internet, maintenant on a des boutiques, mais on était très digital, voilà. Et donc tout ça pour dire que ce positionnement de la joaillerie de demain, il paraissait assez évident qu'une dimension éco-responsable allait s'y ajouter. Pour moi, c'était totalement naturel. Et donc j'avoue que je ne me rappelle pas de la date exacte, mais il y a 5 ou 6 ans, on a décidé donc de passer sur de l'or recyclé, ce qui nous paraissait en fait être le meilleur moyen déjà d'accompagner, on va dire, sur les matériaux cet enjeu en fait environnemental. Néanmoins, comme le souligne Cyril, c'est pas parfait et ça on le sait, donc on fait des efforts et il y a un travail qui ne doit jamais s'arrêter pour aller vers plus d'éco-responsabilité, pour aller aussi vers plus de qualité, toujours parce que je pense que c'est pas uniquement l'éco-responsabilité qui doit être mise en avant et donc en l'occurrence, je pense que ça peut être, il faudra regarder le détail bien sûr, mais je pense que ça peut être une piste intéressante dans le cadre pour nous de l'or blanc qui a, au-delà de l'or qui est responsable et qui est recyclé, donc un alliage en plus qui là pour le coup aujourd'hui n'est pas si tu veux encore suffisamment résistant par exemple et qu'on pourrait améliorer. C'est celui qu'utilisent tous les joailliers, donc on n'est pas les seuls, mais ce rhodium en fait c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être améliorer grâce à la technologie, donc c'est hyper intéressant. Et c'est quoi un peu votre gros challenge en ce moment? C'est la capacité de production, c'est de suivre le rythme? Le gros challenge, c'est exactement ça. En fait, Domé, c'est une entreprise qui s'est développée en autofinancement et donc qui est restée à une échelle artisanale et qui aujourd'hui a besoin de passer à une échelle semi-industrielle pour être capable de répondre à la demande croissante de nos clients. Et donc le gros enjeu, c'est d'être capable de fabriquer un outil de production qui soit à même de répondre à cette demande. Et ça, c'est pas quelque chose de... Techniquement, c'est faisable. On n'a pas de verrou technologique pour être capable de mettre à l'échelle la technologie qu'on a déployée. Elle est très utilisée dans plein d'autres domaines, mais il faut être capable de la financer, d'avoir les équipes pour être capable de mener tout ça. Donc ça, c'est le gros enjeu de Domé dans les mois et les 2-3 années qui viennent. Ouais. Qui est l'enjeu d'une vie, j'ai envie de dire, parce que pour l'avoir vécu, et on n'est encore qu'au début avec Gemio, on est une marque artisanale, on fabrique avec des artisans en France et le volume fait qu'il faut absolument travailler cette qualité en permanence et le niveau d'exigence, paradoxalement, il monte avec les années, mais tout en gardant ce côté artisanal dans notre cas, et toi dans ton cas, ça sera autre chose. Et donc je dois dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une vraie problématique, cette croissance qui doit être accompagnée avec une qualité qui reste la bonne, voire même qui s'améliore dans le temps. Donc ça, c'est un vrai sujet, je trouve, entrepreneurial intéressant. Un bon conseil. Merci beaucoup Cyril d'être Merci à vous. sur cette adresse. Et on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, avant de lancer Gemio, tu as une petite vie quand même. Pas dans l'entrepreneuriat, mais tu étais bras droit du fondateur de la marque de pâtisserie Hugo et Victor. Alors, plutôt positionnement haut de gamme, artisanal. C'était plutôt pour l'amour du sucre ou tu voulais tester un peu l'entrepreneuriat? Un peu des deux, je dois te dire. En fait, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat parce qu'à la base, même avant ça, je me suis destinée à devenir prof. J'ai passé même l'agrégation, etc. Donc, j'ai été assez loin dans le processus et j'ai réalisé que c'est pas ce
ce qui me plaisait, notamment parce que j'avais une vraie envie de liberté, j'avais une vraie envie de création. Et donc, même si j'adorais la transmission, c'était pas la voie pour moi, tout simplement. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai vécu une certaine crise existentielle. Franchement, c'était pas facile. Et en réfléchissant, je me suis dit, tiens, finalement, les valeurs qui comptent pour moi, en tout cas, ce que j'ai envie pour ma vie, c'est de l'aventure, de la création, un peu de prise de risque aussi, je pense, et de la liberté. Et donc, je me suis dit, quel métier correspond à ça? Et assez rapidement, je suis arrivée à la conclusion qu'un métier, c'était l'entrepreneuriat. Il se trouve qu'à l'époque, je ne savais rien faire à part faire des dissertations très, très longues. Et donc, je me suis dit, il faut que je me forme, quoi. Et donc, l'époque Hugo et Victor, ça a été pour moi une école de la vie incroyable parce que, je me rappelle, j'ai envoyé une candidature spontanée et j'ai dit, je ne sais pas faire grand-chose à part des dissertations, littéralement, mais j'ai hyper envie d'apprendre, franchement, mais je suis prête à faire quasiment n'importe quoi, sortir des poubelles, conduire des camions, et puis vous aider sur une levée de fonds s'il faut. J'ai juste envie d'apprendre. Et pour être honnête avec toi, j'ai dit, ne me payez pas, c'est pas grave, je veux apprendre. J'avais la chance d'avoir des parents qui me soutenaient, bien sûr. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Au bout de quelques mois, ils ont commencé à me payer parce qu'ils se sont rendus compte que c'était utile et puis moi, j'avais quand même besoin de vivre. Mais ça a été une école incroyable de la vie. J'ai littéralement fait tout ce que je t'ai décrit, c'est-à-dire, ils vont peut-être pas être contents si je le dis, mais oui, j'ai conduit des camions pour faire des livraisons à Noël de chocolat et j'ai aidé à contribuer, tu vois, à signer le bail de notre première boutique et à des levées de fonds. Donc, j'ai appris pendant cette période, mais vraiment, ce que c'était que la vraie vie de l'entrepreneur. Et ça m'a tellement plu qu'après, j'ai décidé de créer ma propre boîte. Voilà, donc tu l'as créé, puis comme tout entrepreneur, tu as vu un problème, j'imagine, et tu t'es dit, je vais faire une solution. Écoute, c'était à la fois un problème et une opportunité dans mon esprit, puisque ce qui s'est passé, c'est que je me suis fiancée, donc juste à l'issue parce que c'était un stage de 9 mois chez Hugo et Victor, et j'avais adoré, mais je n'avais pas d'idée. Et quand mon compagnon de l'époque m'a demandé de l'épouser, Sharif, on va avoir plein de joailliers. Et moi, il se trouve que ma maman est artiste, et donc j'ai toujours aimé l'art, le beau, etc. Quand j'ai découvert ce monde, sincèrement, je suis tombée amoureuse des pierres, du beau. Enfin, j'avais l'impression d'avoir comme des sculptures aux mains. Je trouvais que c'était absolument incroyable. Donc j'avais à la fois cette attirance et en même temps, pour être honnête, j'ai trouvé que l'expérience était d'un autre âge. J'ai trouvé que les prix aussi n'étaient pas justes. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de choses qui ne me correspondaient pas et qui, je pensais, ne correspondaient pas au monde de demain. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. On en a discuté avec mon compagnon qui est devenu mon mari, puisqu'on s'est mariés depuis. Et à cette occasion, on s'est dit, mais c'était un pari fou quand j'y pense. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre marque de joaillerie qui serait une marque qui essaierait d'allier à la fois cette appétence pour le beau, la qualité, la fabrication française, et en même temps y apporter, comme si on repartait de zéro, tout ce que d'autres joailliers, en fait, finalement, ont comme héritage. On essaye, nous, d'apporter quelque chose de neuf. Donc, le digital, la fabrication sur mesure, puisqu'on est assez unique de ce point de vue-là. On fabrique quasiment 100% de nos bijoux aujourd'hui à la commande pour nos clients. Donc, on a mis en place tout un processus de fabrication pour ça. Les pierres de couleur aussi. Les joailliers, la plupart des joailliers ne proposent que très peu de pierres de couleur. Et nous, on se positionne vraiment comme dénicheurs de pierres rares chez Gemio. Et ça, c'était quelque chose d'important pour nous parce que moi, je regrettais quand j'avais découvert ce monde merveilleux que finalement, il y ait beaucoup de diamants. J'adore le diamant. Mais déjà, il y a des diamants champagne, il y a des diamants chocolat. Enfin, là, je porte, tu vois, un diamant cognac. Il y a énormément de variétés. Et je trouvais qu'à cause de la problématique du stock, eh bien, finalement, les joailliers se contraignaient. Parce que ce qu'il faut comprendre, et j'ai compris ça assez tôt quand j'ai commencé à travailler dans le monde de la joaillerie, c'est que le stock en joaillerie coûte extrêmement cher, naturellement, parce que ce sont des matériaux précieux. Pour te donner un chiffre, un joaillier détient en moyenne un bijou en stock 646 jours. C'est colossal. Et donc, naturellement, tout ceci coûte très cher. C'est ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de variétés dans les produits et qu'on ait beaucoup de diamants, d'or blanc, etc. Et c'est aussi ce qui explique qu'on soit obligé d'avoir des prix qui sont assez conséquents parce que, naturellement, en fait, ce stock, il faut le porter. Et donc, ceci étant dit, on s'est dit, mais si on reprend les choses à l'envers, on n'a pas de stock, on fabrique tout à la commande, on peut réinventer une joaillerie nouvelle qui serait vraiment au service des clients, avec une expérience qui serait vraiment personnelle et sur mesure. C'est plus simple, du coup, plus simple de se lancer sans avoir du coup de capital, le fait que tu n'aies pas de stock. Alors, ça a été clairement aussi une nécessité, puisque on aurait pu peut-être essayer d'attendre plus longtemps, lever des fonds, etc. Mais finalement, là, ça nous a permis de partir de la contrainte qui était nous n'avons pas ces moyens-là pour imaginer quelque chose de nouveau. Et je dis souvent, de la contrainte peut naître la créativité. Et en l'occurrence, on a réinventé franchement ce business model qui fait qu'aujourd'hui, on est, je pense, considéré comme une marque très innovante aussi à cause de ça. Cette idée de départ qui a été de fabriquer à la commande, ce qui nous a aussi permis de fabriquer les pièces en France, ce qui est là aussi quelque chose d'assez rare, parce qu'on ne le sait pas, mais aujourd'hui, quand même, assez peu de maisons fabriquent 100% en France. Et nous, ça fait partie de nos fiertés. Et est-ce qu'à un moment, quand même, les grandes maisons,
est-ce que tu t'es senti un petit peu bousculée? Est-ce que tu as eu l'effet start-up qui arrive et qui embête un peu tout le monde? Oui, c'est drôle, c'est pour ça que j'aimais bien cette émission David contre Goliath. Nous, on est le David, en fait, vis-à-vis des grandes maisons. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça rigolo. Mais en même temps, avec une réalité qui est que la plupart de ces grandes maisons s'adressent assez peu aux Français. Et donc, quand on a commencé sur le marché français, on a plutôt été assez soutenu par les personnes qui travaillent dans les grandes maisons, qui en fait, pour tout te dire, sont souvent clients Gemio. On a énormément de personnes qui adorent nos produits dans les grandes maisons parce qu'ils savent qu'on a la qualité. Ils aiment aussi nos designs qui sont peut-être plus dans la discrétion, qui s'adressent en fait à une population qui est locale. Et c'est tout le positionnement de notre marque, d'ailleurs, d'apporter une forme de luxe, si tu veux, qui est un luxe qui s'adresse aux populations locales, qui ne se reconnaissent pas forcément dans les gros logos, les choses comme ça. Je comprends que ça soit utile pour les pays émergents, mais c'est vrai qu'en tant que Français, on ne se reconnaît pas forcément. Et donc, je dirais qu'il y a eu quand même plutôt un soutien, franchement, de la plupart des grandes maisons. Pas toutes, je vais être honnête. Parfois, il y avait quand même le côté Goliath pas très sympathique, mais on a eu aussi beaucoup de soutien. Et donc, c'est aussi des boutiques, tu disais, et plusieurs pays, et notamment le Japon. Est-ce que ce pays, donc il n'y a pas non plus, dans les jeunes boîtes, les startups, il y en a très peu quand même qui arrivent à aller dans ces pays-là. Il fallait vraiment tout réapprendre ou pas? C'est compliqué le Japon, mais en même temps, c'est comme de redevenir entrepreneur et de redevenir, quasiment au début de l'histoire. Alors j'exagère un peu parce que maintenant il y a des équipes qui gèrent incroyablement bien, mais c'est vrai que ça a été un parti pris énorme. Donc nous, la stratégie, c'est notre modèle fonctionne très bien en France, en Suisse, en Belgique où on est implanté, avec maintenant 9 boutiques, et on s'est dit maintenant on veut aller à l'international, dans des pays où les populations, idem, ne se reconnaissent pas forcément dans un luxe qu'on peut estimer ostentatoire, ou en tout cas qui ne s'adresse pas à des populations... le terme est éduqué, j'aime pas dire ça parce que ça peut paraître prétentieux, mais ce que je veux dire, c'est des populations qui n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont réussi, qui aiment plutôt une forme de luxe qui est un luxe porté sur dire qui on est, donc la personnalisation, etc. Et donc bref, le Japon fait partie des pays matures, on va dire démographiquement, où ce luxe-là est très présent, et donc c'était un pays naturel. Il y a les États-Unis bien sûr, il y a le reste de l'Europe. Pourquoi le Japon? Il se trouve que c'est une histoire assez familiale. Le frère de mon mari, donc avec qui je suis associée, habite au Japon depuis des années. C'est un pays que j'adore. Même le nom de Gemio, pour tout dire, les gens ne le savent pas. Il y a la gemme, bien sûr, et on a voulu être dénicheur de gemmes, comme je te le disais, mais aussi c'est le nom d'une impératrice japonaise qui était très pionnière, qui a un peu révolutionné le Japon au premier millénaire. Et donc, on aimait cette idée d'innovation en plus d'une femme. Bref, donc c'est pour ça que la marque comme ça. Donc, il y a toujours eu des appétences avec le Japon. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on se lance, on tente le Japon. Finalement, Gemio, c'est aussi une marque audacieuse. Ça fait partie de nos codes de marque. Et donc, on s'est dit, le Japon, c'est quand même assez audacieux. Et donc, au début de l'aventure, on disait tout à l'heure, tu n'avais pas vraiment de capital de départ, fallait se débrouiller. Au final, vous n'avez pas levé beaucoup de fonds, façon de parler. À l'époque, ça paraissait beaucoup. Maintenant, je dirais que ça paraît faible. Voilà. Et vous n'avez pas, ça fait longtemps que vous n'avez pas relevé. C'était quoi l'idée? De toute façon, c'était de rester au maximum actionnaire de la boîte, parce que vous pouviez aussi développer très bien sans avoir à aller chercher ce... Donc, on a levé des fonds à un moment donné et c'était très utile et ça nous a aidés quand même. Donc, je tiens à le dire. Néanmoins, on s'est rendu compte de quelque chose avec mon mari Sharif, c'est qu'on n'est pas une start-up classique, on est une marque de joaillerie, on est une maison. Et si tu regardes tous les groupes de luxe qui existent aujourd'hui, il y a un autre modèle qui existe et je suis très contente d'en parler avec toi parce que je pense qu'il n'est pas énormément mis en avant dans la presse. C'est un modèle où on cherche la rentabilité, on cherche une croissance mais qui est un peu plus sobre pour pérenniser dans le temps. Et parfois de génération en génération, parce que c'est le cas des maisons de luxe qui souvent se transmettent de génération en génération. Et donc ça, c'est un business model auquel je crois énormément, un modèle de croissance auquel je crois, qui est peut-être un petit peu plus lent parce qu'on met moins de moyens, mais par contre, on le fait d'une manière extrêmement saine parce que tout est autofinancé. Et donc, nous, depuis maintenant pas mal d'années, on est autofinancé et donc on continue à croître sur des croissances à 2 chiffres, mais moins fort forcément que si jamais on injectait beaucoup d'argent. Après, on est propriétaire de notre entreprise avec mon mari et donc, c'est aussi important pour nous parce que c'est une manière, je pense, dans le temps, si tu veux, de garantir une certaine homogénéité, une consistance, tu vois, de la marque. Et c'est vrai qu'une marque de joaillerie, ça ne se construit pas en 10 jours. En fait, ça se construit littéralement sur des générations. Donc, c'est ça. Nous, on a une ambition, si tu veux, j'ai envie de te dire, à l'échelle de notre vie. Et d'un point de vue entrepreneurial, ça a été un moment assez fort quand on s'est rendu compte de ça. En fait, on ne veut pas vendre notre entreprise
entreprise, on veut la garder et on a envie de la développer le plus loin qu'on peut de notre vivant. Et alors, tu as d'autres de casquettes, celle, donc, bon, je peux dire podcasteuse, en tout cas, tu es hôte du podcast Le Gratin depuis 2018, tu reçois plein de personnalités et quand même beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses aussi. C'était quoi au départ l'idée? C'était pour te former un peu gratuitement, j'ai envie de dire? Totalement. Ou voilà, où tu voulais vraiment créer du contenu? Tu as totalement compris. Non, alors j'ai tendance à dire que c'est ma psychothérapie personnelle et publique, mais c'est un peu ça. En réalité, je suis arrivée en 2017-2018 à une période de ma carrière avec Gemio où je me posais des questions. Donc à cette époque-là, on avait un fonds d'investissement à bord, on n'était plus actionnaire majoritaire. Depuis, on l'a racheté. Et donc ça a été pour moi une période difficile parce que je ne savais pas si je voulais rester chez Gemio ou si j'avais envie de quitter l'aventure et de passer sur autre chose. Et donc cette période d'introspection a été une période où j'ai eu besoin de me ressourcer. Je me suis mis à écouter des podcasts. Or, à l'époque, il y avait très peu de podcasts en France. Et en écoutant des podcasts, notamment anglo-saxons, parce que je suis agrégée d'anglais, donc, eh bien, je me suis rendu compte que j'adorais ça, que ça m'aidait, que ça m'inspirait. Enfin, c'est comme si je rencontrais des mentors virtuels, quoi, littéralement. Et donc, à un moment donné, je me rappelle, je vais sur l'Apple Podcast français, l'Apple Store, et je regarde et je vois qu'il y a très peu de podcasts natifs. Il y avait des émissions qui existaient, mais qui n'étaient pas faites pour être des podcasts et pas beaucoup avec des entrepreneurs. Et là, je me dis, mais pourquoi pas moi, finalement? En plus, ça me sera utile, ça va m'apprendre plein de choses. Et donc, je me suis lancée un peu comme ça. Enfin, franchement, en 2 semaines, c'était fait parce que j'avais la chance d'avoir un réseau. J'avais la chance, en plus, d'avoir des questions à poser puisque j'étais entrepreneur moi-même. Donc, c'est pour ça qu'au début, il était très axé entrepreneuriat. Et puis, avec le temps, comme moi aussi, j'ai évolué, il s'ouvre aussi à d'autres problématiques maintenant de développement personnel, tu vois, d'organisation de vie, enfin, plein de choses. Mais c'est quand même autour d'un thème, autour de la carrière et de comment être épanoui dans sa carrière, comment être successful dans sa carrière, mais pas que, aussi dans sa vie personnelle, quoi. D'accord. Et alors après, tu as aussi créé, donc je disais au tout début de l'émission, donc là de la formation. Alors il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a aussi du développement personnel. Ouais. Tu as lancé ça plutôt en plein Covid. C'était un coup de tête ou un peu d'ennui Alors pas du tout, parce que je peux dire que pendant le Covid, quand tu as moins 90% de chiffre d'affaires, tu t'ennuies pas. C'est pas vraiment ça. C'est plus que j'ai vu la détresse des personnes qui étaient des entrepreneurs. Parce que quand j'ai créé mon podcast, j'ai une communauté qui a commencé à me suivre sur les réseaux sociaux. Naturellement, je postais sur Instagram, sur LinkedIn, mes épisodes de podcast pour les faire connaître. Et donc, la communauté a beaucoup grandi à ce moment-là. Une communauté majoritairement d'entrepreneurs. Et je recevais à cette époque-là, Charlie, mais énormément de messages de gens qui me disaient « Ma boîte va fermer, ça fait 4 ans que je travaille ». On ne savait pas à l'époque s'il allait y avoir le chômage partiel, des aides, etc. Donc, c'était très dur psychologiquement. Et beaucoup de personnes qui me disaient en fait, je ne peux plus travailler. Donc, est-ce qu'au moins, je peux avoir des contenus, je peux travailler sur ma marque, par exemple, avoir d'autres choses à faire. Et donc, sincèrement, c'est parti de là, de cette détresse que j'ai vue autour de moi. Je me suis dit, finalement, est-ce que je peux pas au moins essayer d'aider un peu plus qu'avec le podcast en donnant des exemples concrets et vraiment un travail qui soit issu de mon expérience sur la marque, en l'occurrence. Et donc, j'ai créé ma première formation qui est comment créer une plateforme de marque. Donc, c'était vraiment sur comment avoir une communication puissante, si tu veux, sur des mianes. Et ce qui est assez fou, c'était le Covid aussi, donc les gens n'avaient pas grand-chose à faire, effectivement. Ça a été un gros succès, franchement, à mon échelle, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et donc, je me suis dit, mais il y a une opportunité parce que ces entrepreneurs, ils sont souvent très seuls. Parfois, ils ont fait des écoles de commerce, mais c'est très concret, ça peut être un peu théorique, ou en tout cas, ce n'est pas forcément au moment où on crée sa boîte, ce n'est pas toujours applicable. Et puis, il y a aussi, honnêtement, beaucoup de youtubeurs qui te vendent que tu vas devenir riche en 3 jours. Et donc, moi, ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Je t'ai dit, je suis en train de créer une boîte sur 40 ans. Donc, je suis plutôt en train d'essayer de promouvoir une éthique du travail, de la persévérance, etc. Et donc, je me suis dit, cette personne en France ne fait ça, honnêtement. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé cette idée. Et tu fais aussi beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Tu disais au début pour faire de la promo, mais je vois aussi sur LinkedIn que tu es aussi très active, comme beaucoup d'entrepreneurs. Et j'ai vu il y a les 2 semaines, je crois, tu as écrit un post LinkedIn où que tu as hésité à publier. Oui. Et c'était des photos de ton équipe, je crois, d'un séminaire. Ouais. C'était très beau, le lieu. C'était quoi? Tu avais peur qu'on te critique? Non, mais j'ai trouvé, je me pose toujours une question. Donc, LinkedIn est un réseau social qui est un réseau social quand même professionnel. Et là, j'ai publié concrètement des photos de l'équipe Gemio. On avait vécu un séminaire qui était vraiment merveilleux au niveau de l'équipe, vraiment. Et je remercie l'équipe Gemio qui a organisé ça. C'était incroyable. Donc, on est à peu près 80 collaborateurs. On a fait venir quand même tous les collaborateurs de tous les pays. Donc, Japon, Suisse, Belgique, toute la France. Les boutiques, on les a fermées pendant 3 jours. On a dû tout organiser. Donc, ça a été un travail colossal. Et pour autant, j'ai beaucoup hésité à communiquer sur ce séminaire et à remercier tout le monde parce que dans une période quand même économiquement difficile, avec des enjeux environnementaux dont on a parlé,
bon, ça peut faire grincer des dents de montrer des gens en train de s'amuser dans une piscine. J'avais pas envie que ça donne l'image, tu vois, de la start-up cool, qui est en plus quelque chose contre lequel je me bats plutôt. Et donc, je l'ai quand même fait, ce post, en disant que j'ai hésité à l'écrire, parce que j'avais envie de montrer à quel point la valeur de rassemblement, d'esprit d'équipe, de culture d'entreprise était importante. Et c'est pour ça qu'on l'a fait malgré tout, et qu'entre guillemets, j'ai pris ce risque, parce que j'avais envie de promouvoir ça pour ma communauté. Et je dois dire que j'ai été hyper agréablement surprise, parce que même si j'étais un peu tendue au moment de publier, je me rappelle quand j'ai appuyé sur le bouton, j'étais un peu est-ce que je le fais ou pas? Je l'ai fait relire à mon mari, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit non mais vas-y, si ça te plaît, fais-le. Et ça a été un super succès ce post. La preuve, tu l'as vu. Voilà. Et alors donc multicasquette comme je disais, podcast, formation, Gemio. J'imagine que tu délègues quand même beaucoup, que tu es là avec nous aujourd'hui. J'ai vu que tu disais non à beaucoup d'invitations, de rendez-vous. Ouais, pas mal. Comment est-ce que justement tu choisis? Je choisis en fonction de, déjà d'une rencontre. Si c'est vraiment une rencontre que j'ai envie de faire, si c'est un gros oui, je le fais. Si jamais je le fais pour des mauvaises raisons, parce que j'ai envie de faire plaisir, parce que je me sens coupable, parce que j'essaye de m'occuper un peu aussi. Tu vois, il peut y avoir beaucoup de choses. J'ai tendance à vouloir dire non. Moi, j'ai une crainte, c'est que comme je suis déjà assez présente sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie d'avoir l'air d'être, tu vois, partout et un peu, je sais pas... je trouve que ça fait un peu mauvais genre, tu vois. J'ai pas envie d'être partout. C'est pas ma personnalité. À la base, je sais que j'ai pas l'air, mais je suis plutôt quelqu'un d'introverti en réalité. Et donc, si tu veux, j'ai pas envie d'avoir l'air de vendre ma soupe partout, tu vois. C'est pas le but. Comme en plus, je suis déjà présente. Mais par contre, si j'ai très envie de le faire parce que j'estime que ça va soit apporter beaucoup à ma marque, soit parce que vraiment c'est une rencontre, c'est quelque chose qui compte pour moi, eh bien là, je vais le faire. Mais donc, il n'y a pas de guidelines précises, tu vois. C'est plus, on va dire, à l'envie. Il y a une réalité, c'est que j'ai un agenda qui est très pris. Je délègue heureusement énormément et je vais essayer de déléguer de plus en plus, mais je travaille beaucoup. Beaucoup. Et comment tu gères là, cette vie pro, vie perso? C'est une question que je pose à hommes et femmes, d'ailleurs. Tu fais bien. Mais écoute, je la gère mal. Enfin, voilà, je la gère mal. Je suis mariée avec mon associé. J'ai 3 boîtes. Je la gère mal. Mais je la gère mal parce que j'adore ça et que c'est pas grave et que j'ai décidé de pas vraiment avoir de vie perso et que je l'assume et que comme j'aime en tout cas, si tu veux, voilà, et que j'ai la chance de pouvoir, quand vraiment j'en ai besoin, dire ok, maintenant il faut que je souffle et que je prenne des vacances. Et donc je le fais aussi. Mais comme j'aime ce que je fais, c'est vrai que cette question, elle n'est pas facile de la distinction vie pro-perso. Beaucoup de gens me disent, mais est-ce que tu arrives à couper? La réponse est non. Je ne coupe jamais. Mais c'est pas grave parce que j'aime ça. Et c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut pas que tout le monde soit entrepreneur. Je pense qu'un entrepreneur a du mal à couper. C'est une vérité. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On va pouvoir passer maintenant à l'interview chrono. Qui sera ton prochain invité sur le gratin? J'ai dans mon escarcelle la semaine prochaine Marine L'Orphelin. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Donc c'est une femme, je crois qu'elle a gagné. Alors j'ai pas encore travaillé suffisamment son dossier, mais elle est une médecin de formation, très présente sur les réseaux sociaux et également, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle a été Miss France. Oui, voilà. C'est ça. Je n'étais plus sûre si elle a gagné ou si elle a été dauphine, mais je crois qu'elle a gagné. Je crois, oui. L'application que tu utilises le plus? L'application, alors à mon grand dame, Instagram, puisque quand même, je suis très présente sur Instagram. Je dirais que LinkedIn en numéro 2 et puis podcast, quand même. Ouais. Ta pierre précieuse préférée? Écoute, on vient de sortir une pierre qui est incroyable. Alors, c'est sûr que c'est celle-ci qui me vient à l'esprit, mais elle est quand même vraiment tellement rare, exceptionnelle. Le saphir Umba, qui est une pierre qui vient donc de Tanzanie. Et on a réussi à faire une édition limitée avec une centaine de pierres seulement, mais ce qui est rarissime, franchement. Et je suis très, très fière. On est, je crois, la première marque à avoir réussi à donner à voir cette pierre au grand public. Tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire? Bien sûr. Bon, Mercedes Serra, quand même, de BETC. Celui-ci. Ouais, je trouve exceptionnel. Que je n'ai pas encore eu sur le podcast. Mercedes, si tu nous entends. Ouais, elle a plein de choses à dire. Tes dernières vacances? Mes dernières vacances, j'aime beaucoup rester chez moi. Je vis en Suisse et c'est un endroit que je trouve merveilleux au bord d'un lac. Et donc très souvent, je reste chez moi et c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Bon, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions sur Smart Boss. Et quant à moi, je vous dis très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Au revoir.